ou plus exactement de notre consoeur Mélanie Delattre. On va parler économie avec elle. Alors Mélanie, bonsoir. Vous avez voulu commencer cette interview en faisant écouter à Claude Guéant les explications de Jean-Marc Ayrault lorsqu'il a dit combien il souhaitait effectivement, et combien d'ailleurs le gouvernement avait décidé de faire en sorte que les salaires soient de 1 à 20 dans les entreprises publiques. Exemplarité des ministres qui ont baissé leur salaire de 30%, et le Premier ministre, le Président aussi. Et puis c'est la même chose pour les patrons des entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire. Alors ça va peut-être grogner un peu, mais vous savez, le patriotisme, l'exemplarité, c'est ça qui doit être à l'ordre du jour, et ça sera à l'ordre du jour. Alors on voit que Jean-Marc Ayrault parle d'exemplarité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec Nicolas Sarkozy, vous aviez oublié de donner l'exemple avant de demander des sacrifices aux Français ? Oui, il y a un certain nombre de décisions importantes qui ont été prises, du reste en concertation avec les autres pays dans des cercles internationaux. Je pense par exemple à la régulation des bonus, qui a été une vraie réforme, puisque si bien désormais, ils ne sont plus décidés en une seule fois, mais ils sont décidés après évaluation des résultats sur 3 années successives. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a certains salaires qui sont choquants. Je ne sais pas très bien comment on fait pour limiter les salaires dans le secteur privé. Là encore, je crois qu'au-delà des symboles, il faut réfléchir aussi à l'efficacité de notre appareil productif. Il y a un mercato pour les joueurs de football, il y a aussi un marché international des chefs d'entreprise. Et je ne voudrais pas que la France n'ait que des chefs d'entreprise qui se contentent de salaires modestes et se privent des chefs d'entreprise les plus talentueux. C'est aussi un élément de dynamisation de notre économie que d'avoir des chefs d'entreprise talentueux, des chefs d'entreprise efficaces qui obtiennent des résultats. C'est bon pour l'emploi. Mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord pour considérer que certains salaires sont très choquants. Sur ce thème des rémunérations excessives, c'était quand même un des thèmes phares de Nicolas Sarkozy dès 2007. Et c'est vrai que pendant le quinquennat, on a eu l'impression que ça avait été un peu oublié. Je vous ai dit que des choses avaient été faites. Oui, des choses avaient été faites, mais c'est vrai que François Hollande va beaucoup plus loin et qu'il a fait à la fois sur le salaire des ministres et à la fois sur le salaire des patrons sur lesquels il peut jouer des efforts plus voyants, mais écoutez, qui donnent le bon exemple. Tout ça, ce sont des symboles. La question, c'est de savoir comment faire pour que l'économie française marche bien. Bon, je vous dis qu'il faut aussi que nous ayons en France des patrons qui soient des patrons de grand talent. Et il y a un marché international des grands patrons, il faut qu'ils soient bien rémunérés. Hein. Et très franchement, je n'oublie pas que sous Nicolas Sarkozy, il y a eu un certain nombre de décisions, par exemple pour faire en sorte que ce soit les assemblées générales d'actionnaires et non des conseils d'administration qui sont toujours constitués des mêmes pour fixer les rémunérations des dirigeants. Bon, j'ajoute par ailleurs que le gouvernement socialiste pourrait aussi s'intéresser à un certain nombre de décisions qui sont prises par d'éminents responsables socialistes pour augmenter les patrons des entreprises dans lesquelles ils siègent. Mais est-ce que... Vous faites allusion à quoi ? Vous le savez aussi bien que moi. Donc, non, c'est pas très clair. Précisez pour nous, pour nos auditeurs. Publicis. Vous trouvez que c'est scandaleux et que c'est un patron de gauche qui ne donne pas l'exemple ? 16,3 millions, vous trouvez que c'est quelque chose de négligeable ? On conteste le président d'EDF, c'est 1 million, à ma connaissance. 16,3 millions, ça me semble plus qu'1 million. Peut-être que ce monsieur est très courtisé, lui aussi, à l'étranger. Mais je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. Vous dites qu'ils ne mettent pas en accord leur doctrine avec... Et bien sûr, avec les actes quotidiens. Alors pour passer à un autre sujet, c'est vrai que vous parliez beaucoup de volontarisme à l'époque de Nicolas Sarkozy et que François Hollande, ou la gauche était présentée comme mou, et aujourd'hui on a un peu l'impression que les situations sont inversées. On se dit pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il n'a pas osé tant que ça et que François Hollande lui ose des choses qui paraissaient incroyables, taxer à 75%, s'en prendre au salaire des patrons du public, alors que Nicolas Sarkozy à droite avait peut-être moins osé choses. Le volontarisme ne se mesure pas que sur ce pan de l'action publique. Et il y a un élément d'efficacité économique aussi dans ces questions-là, je le redis, mais il y a aussi un autre élément qui est à prendre en considération, c'est que on ne peut pas jouer que sur les symboles. Et les symboles ont aussi une force dans tous les sens. Hein, prenons par exemple la taxation à 75%, la création d'une nouvelle tranche de taxation. Moi, ce que je peux vous dire, pour rencontrer beaucoup de gens, j'en ai fait le constat dans une école de commerce récemment devant laquelle je faisais une conférence, ça terrifie les gens, parce que ça signifie quoi ? Tous ces élèves que je voyais n'avaient aucune chance de gagner un jour plus d'1 million par an, j'imagine. Je leur souhaite, mais malheureusement c'est improbable. Mais ce qui était retenu par eux, c'est qu'il y avait une volonté de punir ceux qui réussissaient. Et ça, c'est important aussi.
Or, l'égalitarisme bien connu du Parti socialiste, c'est la punition de ceux qui réussissent. D'accord, mais est-ce que justement tout à l'heure vous... Non, mais comment fait-on des entreprises? Comment crée-t-on? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je fais campagne électorale. Cette semaine, j'ai rencontré le chef d'une entreprise qui fait de la publicité, qui me disait qu'il sortait d'un séminaire au cours duquel 2 entreprises françaises bien connues venaient de décider leur délocalisation, l'une à Bruxelles, l'autre à Londres. Eh bien, écoutez, je ne suis pas satisfait de cela. Oui, mais est-ce que vous faites campagne en ce moment? Est-ce que l'austérité seule, c'était vraiment un thème qui peut être entendu par les Français, peut-être pas les étudiants en école de commerce, mais les gens que vous rencontrez sur les marchés? Le thème de l'austérité ou de la croissance, c'est une mystification du Parti socialiste. Enfin, M. Hollande est allé à la réunion du G8 et il revient en disant « c'est formidable, j'ai fait inscrire le mot croissance dans le communiqué final ». Bon, le mot croissance était inscrit dans le communiqué du G8, dans le communiqué du G20, respectivement en juillet et en novembre dernier. Et à Bruxelles, il y a bien beaucoup d'interventions de Nicolas Sarkozy, comme d'autres intervenants, pour que l'Europe étudie, réfléchisse à des moyens de croissance. Mais il ne suffit pas de dire croissance, il faut la faire. Et je n'ai pas le souvenir de quelque élément que ce soit dans le communiqué du G8, ni de quelque initiative de M. Hollande au G8, pour préconiser de la croissance. Certes, quels sont les moyens de la croissance? On a l'impression que M. Hollande montre un peu les muscles face à Angela Merkel, alors que c'est vrai, Nicolas Sarkozy s'agitait, mais qu'au final cédait souvent face à l'Allemagne. Donc est-ce qu'on n'a pas... Mais madame, la question n'est pas de montrer des muscles, la question c'est de prendre de bonnes décisions. Et je dis de façon solennelle que de s'écarter de la recherche d'une alliance fondamentale, ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons pas de différends avec l'Allemagne, c'est quelque chose qui est dangereux pour la France et qui est dangereux pour l'Europe. Quant à céder à Mme Merkel, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Quand on négocie, on tient compte des avis des autres, bien entendu. Mais prenez par exemple l'affaire de la gouvernance économique de la zone euro. Bon, on a trop oublié que 2 ans durant, Nicolas Sarkozy a essayé de convaincre l'Allemagne, a fini par arriver à ses fins pour avoir ce qui était indispensable, c'est-à-dire un gouvernement économique. Ce à quoi on fait allusion parfois, c'est qu'il se heurtait à un mur concernant le rôle de la Banque Centrale Européenne. De toute façon, le rôle de la Banque Centrale Européenne est inscrit dans ses statuts. Et d'ailleurs, le rôle de la Banque Centrale Européenne est plus diversifié qu'on ne le dit habituellement. La Banque Centrale Européenne doit avoir aussi le souci de la croissance. Et d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne, et Nicolas Sarkozy a énormément fait pour cela, a mis des tas de liquidités en circulation qui ont permis de maintenir une situation de croissance extrêmement molle, mais de croissance quand même en Europe, a permis de casser un certain nombre de mouvements spéculatifs qui mettaient notre appareil bancaire, le nôtre et celui des autres pays européens, en difficulté. Mais aujourd'hui, là, en ce moment, les Français voient qu'autour d'eux, les dominos tombent les uns après les autres, que la Grèce, ça va mal, que l'Espagne, c'est compliqué aussi, oui. Et eux s'inquiètent pour leur situation. Et est-ce qu'on n'a pas l'impression que les politiques, que ce soit le gouvernement ou l'opposition, cachent la vérité aux Français, de ce qui les attend? Moi, je vous dis très clairement que la situation reste fragile. Nous avons eu plusieurs crises de nature assez différentes, et la crise rôde encore autour de nous. Bon, c'est vrai qu'une grande banque espagnole est attaquée, le gouvernement espagnol va devoir la recapitaliser à un niveau très élevé, puisqu'elle va devoir avancer 23 milliards. La Grèce a toujours des difficultés qui, en plus, se doublent des difficultés politiques, puisqu'elle a du mal à dégager une majorité qui assume la rigueur. Bon, nous, il faut que nous soyons extrêmement attentifs. Et il faut que nous prenions les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, c'est certainement pas de faire de la dépense publique supplémentaire, de refuser la règle d'or, ou bien de faire des eurobonds, qui ne sont qu'un camouflage pour éviter la règle d'or et faire de la dépense publique en mutualisant les taux d'intérêt. Alors plus concrètement, est-ce qu'il n'y a pas à craindre une panique bancaire? C'est vrai qu'on voit dans les autres pays que les gens sont très inquiets, qu'ils placent leur argent à l'étranger. Est-ce qu'en France, on voit autour de nous que les gens s'inquiètent, ils nous posent des questions à nous, journalistes? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Comment on peut rassurer? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? En ce qui concerne les dépôts des Français dans les banques, ils sont garantis à un niveau très élevé. Oui, mais qui reste faible, 100 000 euros. Écoutez, c'est 100 000 euros. Enfin, il y a quand même beaucoup d'épargnants français qui ont moins de 100 000 euros. Oui, mais s'il ne reste que 100 000 euros au plus aisé, je pense que c'est ces gens-là qui font partir leur argent. Vous seriez comblé compte tenu de ce que vous venez de me dire tout à l'heure. Mais enfin, non, soyons sérieux. Il y a des garanties importantes et nous avons des banques qui sont bien capitalisées, qui sont des banques extrêmement solides. Elles ont
d'ailleurs dites qu'il passé ne faut pas s'inquiéter. tous les stress tests. Moi, je pense que notre appareil bancaire est très solide. Cela étant, c'est vrai que si nous avions un dommage grave dans un pays européen, nos banques seraient exposées parce que, évidemment, elles ont des engagements dans ces pays. Du côté grec, c'est à peu près cerné, mais enfin, c'est quand même une cinquantaine de milliards dont la France souffrirait s'il y avait vraiment un choc extrêmement grave. Pour d'autres pays, ça pourrait être plus important. Mais nous avons des banques qui, d'ailleurs, se sont délestées de leurs expositions les plus dangereuses dans les années qui viennent de s'écouler et qui ont été recapitalisées, des banques très solides. Ça, c'est vrai. Je crois que les Français n'ont vraiment pas à s'inquiéter sur leur épargne. Alors justement, est-ce que quand vous étiez à l'Élysée, vous aviez étudié un scénario de sortie pour faire sortir la Grèce de l'euro de manière organisée, ou est-ce que c'est un sujet tabou et qu'on ne peut pas en parler? Je peux vous dire de façon catégorique que lorsque j'étais à l'Élysée, ça n'a jamais été étudié. Et aujourd'hui, est-ce que il ne faut pas imaginer ce scénario? Écoutez, c'est toujours raisonnable de la part de responsables politiques d'envisager toutes les hypothèses. Mais il faut surtout, et le Conseil des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne a eu raison de le dire, et François Hollande a eu raison de le dire, il faut absolument garder arrimé à l'Union européenne et à l'euro la Grèce. C'est très important. C'est pas seulement un problème économique, c'est pas seulement un problème financier, c'est un problème politique. L'Europe doit rester unie, l'Europe ne peut pas partir en morceaux, ne peut pas partir en lambeaux. Et est-ce qu'il y a des choses pour le moment dans les annonces de François Hollande et du gouvernement qui inquiètent le gestionnaire rigoureux que vous étiez? Mais c'est qu'il y a, et que je suis toujours... On verra quand vous serez il y a cette propension à la dépense qui me semble tout à fait déraisonnable, parce que si nous dépensons, il est clair que nous devons emprunter davantage, et si nous empruntons davantage, nous sommes sans cesse davantage sous la coupe des marchés. Et nous perdons de notre autonomie. Il n'y aura pas de dépenses supplémentaires, que toutes les mesures sont déjà financées. J'en suis très heureux, mais j'attends de voir le résultat. Alors pourquoi refuser la règle d'or ? Et en même temps, qui n'est pas une règle de moyens à mettre en œuvre, qui est simplement une règle fixant des objectifs. Bien, on va arrêter sur cette interrogation de Claude Guéant. On va marquer une pause pour le journal de 19h. Et puis, tout à l'heure, vous aurez donc le débat sur la sécurité, le rôle de la police, de la justice, avec Bruno Leroux, qui est député socialiste de Seine-Saint-Denis et qui a été porte-parole de François Hollande pendant la campagne présidentielle et qui ambitionne de devenir le président du groupe socialiste. C'est ce que l'on dit. Si le PS remportait les élections législatives. Il y aura de toute façon un groupe socialiste. Il y aura un groupe socialiste. Voilà. Alors, à tout de suite.